Si on regarde juste des films de science-fiction américains, on passe vraiment à côté de beaucoup d'œuvres super intéressantes. C'est certain qu'on est habitué aux critères de production des films américains, certainement d'après-guerre, mais puis souvent les films, par exemple, européens ou japonais, ça peut nous rebuter un peu parce que la plupart du temps, ils ont un budget beaucoup moins élevé. Mais déjà, d'une part, des films à micro-budget de science-fiction américains qui sont super bons, il en pleut, il en mouille. Puis, c'est ça, clairement, le budget n'est pas garant de la qualité. Puis tout ça pour dire qu'aujourd'hui, notre film, c'est un film allemand de 1982 que je voulais voir depuis super longtemps, et puis pour lequel j'ai finalement trouvé une copie. Et ce film, c'est Kamikaze 1989. C'est un film qui est donc de 1982. C'est un film qui est surtout connu parce que il y a Fassbinder dedans. Je pense, c'est son dernier film comme acteur, son dernier rôle. Puis Fassbinder, c'était une figure majeure du cinéma d'auteur, puis du théâtre aussi allemand, des années fin 60 à 70. Donc le film date de 82, puis je crois que Fassbinder est mort environ un mois après la sortie du film, avant ou après, là, mort à 37 ans, parce que suite à sa consommation homérique de drogue, de toutes sortes, je crois. C'est ça, il est mort à cause de sa consommation de drogue. Puis ça paraît qu'il n'est pas très en forme là-dedans. Il y a certains plans où est-ce que il n'est pas là au sommet de sa forme. J'étais curieux de le voir, entre autres pour ça, mais c'est excellent. C'est vraiment excellent. J'ai adoré ça. Ça vaut vraiment le détour, ce film-là. Fait qu'est-ce que c'est? C'est ça. Finalement, c'est un film dystopique. C'est une dystopie, mais plutôt du style Brave New World, là. Donc, c'est une dystopie où tout le monde est heureux. OK. Puis peut-être que j'en parlerai tantôt parce que juste ça en partant, c'est super intéressant pour un paquet de raisons. Donc, on est en 89, donc quelques années dans le futur, au moment de la sortie du film. Les Allemands sont la puissance mondiale numéro 1, sont devenus la puissance mondiale numéro 1, puis principalement parce que c'est une compagnie allemande qui domine le monde. Donc, c'est ça. Donc, c'est une compagnie médiatique, entre autres. Alors, ils fabriquent des drogues et ils fabriquent des émissions de TV. Okay. D'ailleurs, l'émission de TV numéro 1 qu'on voit tout le long, c'est une sorte de concours où les gens sont dans des cages avec des gaz hilarants, puis c'est celui qui va rire le plus longtemps. Ça fait que c'est ce niveau-là. Mais bon, alors on a une société du futur dystopique, mais où tout le monde est heureux et tout le monde est complice, et le contrôle n'est pas effectué tant que ça par la police, mais c'est un agent de police qu'on va suivre tout le long, parce qu'il y a eu une alerte à la bombe dans l'immeuble, le quartier général de la fameuse compagnie. C'est complètement inattendu. Personne ne comprend comment c'est possible en cette ère où tout le monde est heureux, il n'y a plus de meurtre, il n'y a plus de suicide, tout le monde est vraiment content. C'est ça, c'est le règne du bonheur total. Alors, comment est-ce que, pourquoi est-ce qu'il y aurait une alerte à la bombe? C'est ça, le détective qui est joué par Fassbinder, ça fait confier l'enquête. Puis très, très, très vite, on se rend compte qu'il y a un complot. On devine dès le début que le chef de la compagnie, qu'on voit aussi tout le long, le président de la compagnie, plus ou moins donc dictateur de la planète, que lui est directement mêlé à ce complot-là. On sait que ça va prendre cette direction-là. C'est ça, il se fait donner, Fassbinder, 4 jours pour trouver le coupable de cet attentat, de cette alerte à la bombe, quoique la bombe explose pas. Il va mener l'enquête, Jensen, je pense qu'il s'appelle, le lieutenant Jensen, avec son collègue, là. C'est ça, la version courte, c'est qu'il finit par se rendre compte qu'effectivement, il y a un complot, puis que c'est un complot comme on s'y attendrait un peu beaucoup, qui a pour but de maintenir la population dans son état de sommeil collectif
et de bien-être totalitaire. Là, okay? Donc, c'est pour s'assurer que tout le monde continue d'accepter le règne du bonheur dans cette société. La dictature heureuse. Là. OK. Bon. Fait qu'en gros, c'est ça. Puis, je vais vous le dire tout de suite, l'intrigue, au début, j'ai trouvé ça intéressant, mais à un moment donné, j'ai commencé à un peu perdre le fil, puis la fin, en toute franchise, j'ai pas compris sur le coup qu'est-ce que je venais de voir, là. Il a fallu que j'aille vérifier j'allais carrément regarder sur Internet parce que j'avais pas compris la fin. Puis au début, je me suis dit, coudonc, c'est-tu moi ou c'est le film, là? Je pense que c'est le film. Là. Je pense que c'est... Peut-être que j'étais distrait là, pendant la réplique où ils ont expliqué qu'est-ce qui s'était passé, mais en gros, le fait est qu'à un moment donné, l'intrigue, c'est pas la raison fondamentale pour laquelle le film est bon. Le film est bon pour toutes les autres raisons, à part l'intrigue. Quoique, comme trame de fond, c'est cool. Okay. Mais la principale raison pour laquelle c'est bon, c'est que faut voir ça comme un Blade Runner allemand, mais la version Brave New World de Blade Runner. À place que tout est noir et sombre et glauque, tout est propre et tout le monde est content, les monde chantent des chansons, etc. Quoique c'est intéressant parce qu'en même temps, tout l'équipement de police, le quartier général, le bureau du lieutenant Jensen, mais aussi sa voiture, etc. Tout ça tombe en morceaux. Là. C'est complètement délabré, la peinture cale là, sur les murs. Donc, c'est ça, la partie police est en train de s'effondrer, probablement parce que le système de contrôle mis en place est tellement au point que la police est plus financée parce qu'elle n'est plus nécessaire dans l'appareil de contrôle. C'est ça, le système totalitaire fonctionne tellement bien que tu n'as même plus besoin de police. Bon, mais c'est ça. Puis pourtant, il y a plein d'affaires illégales. Là. Mais, bref, c'est ça. Puis l'alcool est illégal, c'est ça. L'alcool et les légumes, curieusement. Mais l'alcool en particulier est illégal. Or, évidemment, tout le monde boit de l'alcool, en particulier le lieutenant Jensen, notre héros et son collègue policier. Okay? Donc, eux, ils se cachent pour boire de l'alcool, qui est illégal, et on sait, dès le premier 5 minutes, okay, que le chef de la compagnie, donc le méchant principal, le sait. Okay? Il y a ça dans ses dossiers alcooliques 3e degré. Le fait que l'alcool soit illégal est donc en vérité implicitement utilisé comme moyen de contrôle, pas parce qu'il arrête les gens, mais parce que ça leur donne quelque chose qu'ils peuvent utiliser contre eux autres. OK, puis ça, c'est super intéressant, là, j'anticipe sur mon propos, mais déjà, il y a ça qui est intéressant. Il y a des idées comme ça, c'est bourré d'idées comme ça, là, en quelque part. C'est beaucoup ça le thème. Puis à ce niveau-là, oui, pas tant intrigue, mais thème, à ce niveau-là, c'est super intéressant. C'est rapproché de Michel Foucault, Surveiller et punir, puis mon souvenir de ma lecture de Marcuse à l'époque, là, que j'avais probablement compris tout croche, mais c'est ça, c'est des penseurs des années 60, 70, 80, 60, 70, puis eux, ils écrivent à une époque où le capitalisme occidental semble triompher complètement, puis où les gens qui voient qu'il y a des injustices ailleurs dans le monde, mais causées directement par l'Occident, ben, puis qui voient les injustices dans leur propre société, puis ils se disent comment ça se fait que tout le monde accepte ça. Puis voilà, puis ce film-là est une expression de ce courant de pensée-là. Mais quand je dis que c'est Blade Runner, c'est que non seulement, bon, il y a ce côté-là comme trame de fond qui est intéressant, où Blade Runner, la dévastation est environnementale, fondamentalement. C'est encore les compagnies plus ou moins qui contrôlent le monde, mais la crise dans Blade Runner, elle est écologique, en gros. Là. Dans le bouquin, certainement, c'est ça. Ici, c'est, comme je dis, c'est l'analyse, que je viens de faire là, par rapport au système de contrôle totalitaire, mais des démocraties, etc. Okay. Mais dans Blade Runner, ce qui nous frappe tout de suite, c'est l'univers qui est mis en scène avec les costumes, les décors, puis cet univers-là là, qui est on va dire haut en couleur, là, qui est visuellement prodigieux là, en termes de richesse et de profondeur. Ben, c'est ça qu'on a là-dedans. On a la version
budget allemand plutôt que budget de studio américain. Mais là-dedans, clairement, il y a un tout petit budget, mais ça paraît pas tant que ça, en quelque part. Puis, mais c'est pas seulement que c'est hyper truculent, là, si on veut, comme détail. Visuellement, c'est bourré de détails, mais c'est comment ils utilisent tous ces détails-là pour créer un univers puis une culture du futur qui a l'air à la fois complètement disjonctée puis complètement cohérente. Puis à certains points de vue qui est assez proche de celle qu'on a aujourd'hui, je suis tenté de dire. Là. Certainement, les super-héros sont bien à la mode. Il y a un des officiers de police ou il y a un médecin, je ne me rappelle pas, qui a un téléphone de Superman. Il utilise il y a un buste de Superman sur son bureau, puis ça, c'est son téléphone. Puis ça a l'air tout à fait normal qu'une grosse pointure là, institutionnelle ait ça sur son bureau. Mais plus tard, il y a une poursuite de voiture, puis la voiture, elle a des genres de gros décalques de l'homme araignée, puis du Capitaine America, puis tout ça. Il y a beaucoup de détails comme ça. Bon. Jumelé à... C'est ça, tout le monde, plus ou moins, est sur le party puis prend de la drogue. Tout le monde a tout le temps de l'air, plus ou moins, d'être de bonne humeur. La police, là, OK, leur salut, c'est pas le salut militaire que je suis en train de faire, là, c'est le pouce en l'air. Quand ils se font des saluts les uns les autres, ils font « Hey, hey, hey! » OK. Puis c'est carrément ça, leur insigne. À place d'être une étoile comme de shérif, là, c'est... genre politicien, puis un pouce en l'air. OK? Puis tout ça mis ensemble donne vraiment l'impression de voir, puis ça me fait penser à Jekyll and Hyde Together Again, dont j'ai parlé dans une vidéo très récente que j'ai écoutée il n'y a pas longtemps aussi, OK, voici le discours de la contre-culture qui se rend compte qu'elle a été réutilisée par la culture dominante juste pour maintenir la culture. Elle est devenue la culture dominante en place, mais rien n'a changé. Fait qu'il y a de la drogue, il y a tout ça, mais c'est autant réac qu'avant. Là. C'est autant... c'est ça, il y a juste la couleur de l'uniforme a changé, puis le discours a changé, mais en dessous, tout est pareil. Okay. Ça, je pense que c'est très bien observé, à mon avis. Puis, mais il y a ça par rapport aux questions, on va dire, d'identité sexuelle, mais en 82, c'est probablement exagéré d'en parler dans ces termes-là, mais le fait est que énormément d'hommes portent du maquillage de femmes, genre du gros maquillage exagéré. Là. À un moment donné, notre détective, il se fait attaquer par des méchants là, qui portent un masque de ski, là, mais ils sont habillés en dessous féminin. Tu sais, comme des baby dolls. Là. Genre, les deux portent le même genre d'uniforme qui est des dessous aguichants féminins. Mais c'est ça, bon... Puis c'est juste là, OK? Puis c'est cohérent avec l'univers qui nous est présenté. Le film appuie pas là-dessus. Il fait juste le mettre, puis c'est inclus dans tout le reste. Puis c'est tellement tout le temps rempli de détails comme ça, puis de mille autres, puis les couleurs, puis tout ça, que ça produit vraiment un effet, c'est ça, un effet comparable à l'immersion dystopique de Blade Runner, mais cette forme de dystopie-là. Fait que c'est hallucinant, là. C'est tristement cool. Là. Puis le dernier détail que j'ai mentionné là-dessus, c'est que le détective Jensen, il est habillé en léopard. T'sais, le personnage de Fassbinder, il porte un uniforme, un complet, là, OK, mais en tissu léopard. Puis, incidemment, il s'en sort très bien. Il porte ça comme si c'était tout à fait naturel. Puis, c'est complètement disjoncté, c'est ça, tu sais. Puis, je pense Robert Charlebois avait un costume en léopard comme ça dans les années 70. Là. C'est pas un... C'est un uniforme de rockstar, a priori. Là. C'est un costume de rockstar, pas un costume de flic. Mais là-dedans, les flics, c'est plutôt ça. Lui, en tout cas, porte ça. Non seulement il porte ça, mais la gaine de son revolver, OK, la crosse, là, elle est en minou de léopard. OK, tu la vois bien comme ça à un moment donné. Puis je pense qu'il y a deux, trois autres affaires là, qui ont ce motif-là qui fait partie de c'est pas belle à lui. Là. Mais c'est ça, quand j'ai vu la crosse du revolver avec le minou en léopard, j'ai fait « Ah, OK. » C'est cool, là.
Et encore une fois, Ridley Scott, c'est une bonne comparaison parce que je me rappelle, j'étais allé voir, je pense que c'est Prometheus sur grand écran. Le film était un peu, bon, c'est ordinaire, là, à beaucoup de points de vue. C'est mi-bon, mi-très ordinaire, mais visuellement, c'est hallucinant, évidemment. Puis, un des détails, c'est qu'il regarde les empreintes digitales du robot. Il me semble qu'il y a le logo de Weyland Yutani, là, n'est-ce pas? Là? Donc, puis, le film attire pas l'attention là-dessus. Il fait juste te le mettre. Puis donc, ça, c'est un niveau de détail et d'immersion dans l'univers là, qui est vraiment... qui contribue vraiment énormément là, c'est ça, à l'immersion. Bon, ça, il y a ça là-dedans. Il y a la version allemande contre-culture avec Fassbinder dedans de ça. La version droguée de ça. OK, bon. Fait que... ben c'est super bon. Là. Puis en plus de ça, pour finir de faire des rapprochements avec Blade Runner, ben dans Blade Runner, la musique elle est de Vangelis. Hein, puis le film est très apprécié, connu et réputé pour sa trame sonore. C'est le visuel puis la trame sonore. Puis après ça, l'histoire. OK? Mais tu penses Blade Runner en partant, souvent tu penses le visuel puis tu penses la musique de Vangelis. Ben là-dedans, t'as la même chose, mais c'est Tangerine Dream. C'est en fait Edgar Froese, le fondateur, je crois comprendre, de Tangerine Dream. C'est écrit Edgar Froese de Tangerine Dream au générique. Donc essentiellement, t'as le même niveau de musique planante synthé super bonne, là, OK? Mais c'est ça, dans Blade Runner, c'est Vangelis, ici c'est Tangerine Dream. Puis la musique était 40, là, c'est malade mental, j'ai des frissons, j'en parle. OK? Fait que, ouais, c'est vraiment un Blade Runner allemand. Je pense que c'est sorti 3 semaines avant ou 3 semaines après. Blade Runner, c'est 82, ça aussi. C'est 2 films contemporains qui présentent une sensibilité comparable, mais une qui est le point de vue, si on veut, anglo-américain, puis ici, celle-là qui est la version allemande, issue de la contre-culture allemande des années 60-70. OK? Fait que c'est excellent. C'est super bon. Voilà. Donc, ça vaut vraiment le détour, là. Puis, je vais arrêter là, mais, tu sais, il y a des tonnes d'affaires excellentes. C'est ça. Les acteurs sont bons aussi, là. Bon, c'est ça. Il y a Franco Nero qui fait un caméo. Franco Nero qui a joué dans toutes, puis la suite de toutes. Bon, puis on l'a vu sur la chaîne ici, on l'a vu parce que c'est lui qui faisait le Jésus muet dans The Visitor. OK, mais il joue dans Hitchhike, là, qui est super bon de mémoire. C'est lui, en tout cas. Il fait Django, le Django des années 60, c'est lui. Mais il a joué dans tout. Je pense qu'il joue dans Die Hard 2. Là. Franco Nero, il est tout le temps bon. Ben, là-dedans, il joue un des personnages principaux qu'on voit plus tard. Voilà, c'est basé sur un roman aussi de Per Wallo. Je ne sais pas comment prononcer son nom. Je ne l'ai pas lu, mais bon, il contribue au scénario. Puis juste finir pour dire que c'est ça, le film est réalisé par Wolf Gremm, que je connais pas, mais qui a fait beaucoup de téléfilms, si je me fie à l'IMDb, là, puis qui s'en sort très bien ici. Je crois comprendre que c'est un collaborateur de Fassbinder. J'ai vu sur Internet, en faisant un petit peu de recherche avant de tourner la vidéo, que plusieurs acteurs de la clique à Fassbinder, de son écurie, si on veut, plusieurs acteurs proches de Fassbinder joue dans le film. Moi, j'ai pas vu assez de ces films. J'ai vu juste Les larmes amères de Petra von Kant, qui est très bon, mais ce sera un sujet pour un autre jour. Là. C'est ça, Fassbinder, il est surtout connu pour ces genres de mélodrames un peu glauques, mais avec une... Donc, j'ai eu des amis très proches qui étaient cinéphiles, qui étaient vraiment des fans finis de Fassbinder, puis il met en scène des déchirements. Il y a souvent des dynamiques très sadomaso là, dans ces trucs-là, de rapports de domination avec des connotations sexuelles, mais pas toujours très sains, même généralement pas sains du tout. Là, c'est un peu sa marque de commerce. Il a aussi connu Fassbinder pour Berlin Alexanderplatz, qui est un film de 15 heures, ça dure 15 heures. Là. Puis il a fait un autre film de science-fiction, Fassbinder, que je n'ai pas vu, mais qui a l'air super bon. C'est aussi une mini-série de 2 épisodes, ça s'appelle
Welt am Draht, qui veut dire World on a Wire ou Le monde sur un fil. C'est une affaire d'ordinateur basée sur un roman. J'ai très hâte de l'écouter, là, World on a Wire. Ça a l'air très cool. Mais bon, c'est ça. L'implication entre Fassbinder et la science-fiction dans le diagramme de Venn, là, c'est ça. Welt am Draht, puis Kamikaze 89, puis même s'il n'est pas en forme là-dedans, Fassbinder, il est quand même captivant. Il y a quelque chose, là, tu sais. Bon, voilà. Qu'est-ce qu'on remarque? J'en ai parlé un peu. C'est l'époque où la gauche occidentale se dit comment faire pour sortir les gens de leur état d'acceptation de l'injustice actuelle, grosso modo. C'est, OK, le monde n'a pas d'allure, mais tout le monde l'accepte, l'endosse, tout le monde sont très heureux, ne veulent pas le savoir. Bon, c'est l'époque, par exemple, où est-ce que la discussion était beaucoup articulée autour de la télévision. T'sais. Les gens écoutent la télévision 8 heures par jour, les gens sont assommés par la télévision, donc plus aucune révolution, la révolte n'est plus possible à cause de ce niveau-là de confort, finalement. T'sais. Puis c'est intéressant de comparer avec aujourd'hui, où la télévision, c'est plus ou moins mort, mais où l'Internet, c'est très, très fort, puis les médias sociaux, puis les téléphones, ça a un peu pris le relais de la télé, à mon avis. Puis il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui disent « Ah non, moi, j'écoute jamais la télévision puis qui ont l'air d'être bien orgueilleux de ça, mais combien de temps par jour tu passes ton téléphone? C'est ça, mais même là, peu importe ce qu'on en pense, le fait est que on voit qu'il y a une différence. À cette époque-là, c'est en ces termes-là que c'est présenté. Puis la raison fondamentale du film au niveau philosophique, c'est de poser cette question-là. Pourquoi est-ce que tout le monde accepte l'injustice? Bien, parce qu'ils sont endormis et confortables et drogués. Okay? Drogués de drogues qu'ils veulent consommer. Là, okay? C'est des drogues qui, tu sais, parce que le party est pogné puis ils sont bien. Okay? Ben, c'est ça. C'est un stade de la conversation de l'Occident où la discussion se présente dans ces termes-là. Évidemment, ça pose la question de la complicité, je viens de l'évoquer, mais plus spécifiquement sur à quel point, en régime totalitaire, puis moi, c'est quelque chose que je crois, honnêtement, qu'en régime totalitaire, tout le monde est complice, en fait. Tout le monde sait plus ou moins ce qui se passe, puis ce qu'ils ne savent pas, c'est plus ou moins parce qu'ils ne veulent pas le savoir, puis... c'est ça, là, cette question-là de complicité, d'aveuglement volontaire, puis tout ça. Puis moi, je pense que, honnêtement, que c'est entièrement applicable aux sociétés dans lesquelles on vit, au Canada ou aux États-Unis, qu'on a le réflexe de dire que c'est complètement différent, puis je ne crois pas que ça se vérifie. OK. Voilà. Mais sujet pour un autre jour. Disons que le film pose la question de la complicité. C'est un portrait de la complicité collective via le confort. OK. Qu'est-ce que j'ai noté à part ça? Le pouce en l'air, la compagnie triomphante. Donc, c'est un film avec le thème de la compagnie qui triomphe. On voit ça très souvent dans les films américains en particulier. Dans le cyberpunk, c'est très, 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 très répandu. On a ça là-dedans. La police tombe en ruine. Ça m'a fait penser à Mad Max, en fait. Puis c'est intéressant parce que, en regardant le film, je vais finir là-dessus, sur les affaires qu'on remarque, mais comme j'ai dit, il y en aurait des tonnes d'autres, là. Tu sais, il y a quelque chose d'intéressant à comparer ça avec le premier Mad Max, parce que quand on pense Mad Max, on pense post-apocalyptique. Hein? Mad Max 2 dans le désert, là, puis le 3, puis le 4, là, c'est l'univers de Fallout, et, certains aspects sont carrément tirés des films de Mad Max. Donc, c'est ça. Les Mad Max ont créé le sous-genre post-apocalyptique, là, les lieux communs, l'esthétique, tout ça, ça vient plus ou moins directement de Mad Max, puis de Escape from New York. Mais c'est facile on oublie souvent que le premier Mad Max n'est pas post-apocalyptique. Il est en quelque part pré-apocalyptique.
Puis ça se voit parce que la société est en train de s'effondrer, mais elle n'est pas complètement effondrée. Le premier Mad Max, c'est ça. Puis c'est à ce niveau-là en particulier, bon, il y a les cascades qui sont super bonnes, là, puis tout ça, mais puis Mel Gibson est il est très bon dans le rôle, là. Mais l'aspect intéressant de l'univers de Mad Max, c'est ça, c'est que il y a encore de la police, donc tout ne s'est pas effondré, mais le quartier général de la police est en train de tomber en morceaux. À un moment donné, Max se fait donner The Last of the V8 Interceptors. Donc, il se fait donner un char qui est plus en production, puis c'est plus ou moins sous-entendu que ce type de char-là n'est plus fabriqué, mais des voitures de haut niveau. Il y a quelque chose de l'idée qu'une compétence a été perdue, un savoir-faire ou une capacité de production ont été perdus. Puis c'est ça, dans Mad Max, l'idée, c'est que tu as des bandes de bandits, de motards, sont en train de prendre le contrôle, puis tout est en train de s'effondrer, mais il y a encore quelque chose qui tient. Fait que tu as ça aussi dans ce principe-là, tu as ça aussi dans Hardware de Richard Stanley, où tu es dans un univers qui a de l'air, qui donne l'impression d'être post-apocalyptique, mais l'idée, c'est que le cataclysme ne s'est pas encore produit. En fait, on est en train de voir une société qui est sur le bord de l'effondrement, un effondrement qui est pratiquement certain dans ces deux films-là, mais qui n'a pas encore eu lieu. Puis je me suis posé la question en regardant le film, si c'était ça qu'on voyait, mais la seule chose, en fait, qui est en train de s'effondrer, c'est le poste de police. Puis c'est intéressant parce que, c'est ça, la police s'effondre, comme je mentionnais, parce qu'elle est plus nécessaire. Parce qu'ultimement, là-dedans, c'est ça. La dystopie fonctionne. Donc, le régime totalitaire triomphe sur toute la ligne. Donc, c'est ça. Bon, voilà, qu'est-ce que j'ai finalement décidé de recommander. J'avais aussi pensé à Agency, là, de mémoire, c'est ce film-là. C'est un film science-fiction, bas oblique suspense du début 80, où est-ce qu'une partie de l'intrigue tourne autour d'un édifice où il y a un étage supplémentaire qui n'est pas indiqué. Là. Genre, il y a 31 étages, mais il y en a juste 30 dans l'ascenseur. Il faut faire une combine pour le trouver. Il faut trouver l'étage secret. Ben, une partie de l'intrigue dans Kamikaze 89 tourne autour de ça. Mais j'ai finalement choisi de recommander le téléfilm de Max Headroom des années 80. Puis, bon, premièrement, je ne l'ai pas vu depuis de très, très, très nombreuses années. Même à l'époque, honnêtement, je pense que j'avais manqué le premier 15 minutes. Là. J'avais vu, bon, j'étais arrivé après 10-15 minutes. Là. Mais c'est comme dans Robocop, quand tu manques, c'est comme arriver dans Robocop au moment où il est en train de se faire tirer dessus là, par les bandits. Je suis arrivé à l'équivalent de Max Headroom. Puis cette scène-là dans Max Headroom. Puis qu'est-ce que c'est Max Headroom? Ben, c'est intéressant. C'est la même histoire, à quelque part. Puis c'est pour ça que je le recommande. C'est un futur dystopique où les compagnies contrôlent le monde, mais le principal outil de contrôle, c'est la télévision. Puis, tu as encore des parties de l'institution, puis ça aussi, je ne l'ai pas parlé, mais c'est hyper intéressant, là. Il y a encore une police autonome et indépendante, puis il y a encore des journalistes indépendants. Mais, en tout cas, là-dedans, c'est ça, Matt Frewer, qui fait le futur Max Headroom, c'est un journaliste, il cherche son scope, là, puis c'est ça, puis il est bien scandalisé par les trucs qu'il voit, les injustices, etc. Puis, mais c'est ça, il travaille pour la chaîne de télévision qui est le principal outil de contrôle social. Puis, il va, par une série de mésaventures, voir sa personnalité copiée et transférée à un programme d'ordinateur qui lui ressemble, qui est le fameux Max Headroom. Je sais pas s'il meurt, en fait. Honnêtement, je me rappelle pas. Mais le personnage important, c'est un personnage de dessin animé qui est surtout connu parce qu'on l'a vu dans des annonces de Coca-Cola, Coke ou Pepsi, je me rappelle pas. Mais à la base, c'est ça qui est fascinant. Max Headroom, c'est un personnage de réclame de boissons gazeuses. Il n'y a rien de plus commercial que Max Headroom à la base, mais le personnage devient tellement populaire qu'il y a un film qui est fait, puis il y a une série télé, puis une série télé subversive,
qui présente le même thème que dans Kamikaze 89, où est-ce que c'est ça, une société totalitaire où tout le monde est drogué par la TV, puis c'est une émission de TV qui te le dit. Fait que l'émission de TV, c'est ça, le téléfilm puis l'émission de TV sont tout le temps en train de te dire que de toute façon, en regardant l'émission de TV, tu participes à ta propre aliénation et ta propre suggestion. Chris, là, quand même. Là. Bon, ça fait que... Puis, même si je suis certain que ça a dû vieillir à un côté, de manière prodigieuse, ça doit avoir vraiment énormément vieilli, là, parce que c'était tellement de son temps, puis... c'est pas une époque où ben, peu importe, au niveau visuel, le budget, tout ça, je suis pas mal certain que on regarde une image du film puis on trouve que c'est rendu vieux. Puis je suis pas entièrement certain à quel point le ton a bien vieilli, mais c'est surtout de ça dont je me souviens, tu sais. Du ton, puis du côté... c'est ça, dénonciation du contrôle par la télévision, puis encore une fois, de la volonté collective d'être contrôlé. Fait qu'on a ça dans Max Headroom, puis on a ça dans Kamikaze 89. Les deux valent la peine d'être écoutés. Puis Kamikaze 89, si vous arrivez à mettre la main sur une copie, je pense qu'elle est sur YouTube. Mais si vous mettez la main sur une copie, ça vaut vraiment le détour. Puis pourquoi c'est bon? Parce que c'est le Blade Runner allemand.